Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tech et plus précisément d'iPhone. Je m'en suis procuré un il y a quelques mois et j'ai suffisamment de recul pour vous donner un peu plus que mes impressions. L'idée n'est pas de faire un énième test car il y a déjà beaucoup de contenu sur le net, mais je veux surtout vous parler de ma transition de l'écosystème Android à iOS et ce qui a été positif et ce qui l'est beaucoup moins. J'ai prévu de vous proposer plus de contenu tech, donc si vous appréciez, n'hésitez pas à me le faire savoir. De plus, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez vous rendre sur le site lestestderoro.fr et vous procurer le magazine Le Home Cinéma par Roro, où je parle de mon expérience avec des conseils, des tests et des installations Home Cinéma d'abonnés. C'est disponible en version papier et en numérique. Une édition découverte est également disponible en libre accès à tous. Les liens sont dans la bio. Je vous disais en introduction que j'avais des trucs à vous dire concernant l'iPhone. Et donc, c'est parti. Pour commencer, faisons brièvement le tour physique de l'appareil. Nous avons un modèle d'iPhone 16 Pro qui présente globalement le même design que les montures précédentes. On a un bel écran Super Retina XDR de 6,3 pouces OLED avec une résolution de 2622 par 1206 pixels. Côté connectique, on note un port USB-C et un port carte nano SIM. Et puis c'est tout, car le port jack a disparu depuis belle lurette. Au dos, on trouve le triple capteur photo avec cette disposition que l'on connaît déjà sur d'anciens modèles. Au niveau des changements propres à la dernière gamme d'iPhone, on trouve un bouton dédié pour déclencher l'appareil photo, qui est très pratique selon moi pour l'ouvrir rapidement, à condition de le paramétrer en fonction. Enfin, à part le bouton de contrôle pour le volume, il y a le bouton Action qui permet de l'associer à une application ou à une fonctionnalité que je trouve aussi pratique. Seul hic, c'est qu'en termes de personnalisation, nous n'avons pas beaucoup de choix. Depuis l'arrivée du premier iPhone et des premiers smartphones Android propulsés par des marques comme HTC, Samsung, LG et Sony, j'ai toujours utilisé celle de Google, à savoir Android, et ce jusqu'à la rentrée dernière en 2024. Mon smartphone était abîmé et c'était l'occasion de changer de téléphone. Vous devez savoir que ce qui m'a grandement donné l'envie de passer chez Apple n'est autre que l'Apple TV 4K. Et oui, je voulais une box multimédia performante et polyvalente, et j'étais parti sur celle d'Apple. J'avais trouvé l'expérience utilisateur tellement intuitive, réactive et agréable que cela m'a poussé à davantage m'intéresser à d'autres produits de la marque, dont l'iPhone. J'avais aussi publié un test à l'époque sur la chaîne. Partir sur le modèle qui me conviendrait le mieux n'était pas chose aisée. Apple a un positionnement tarifaire différent de la concurrence, mais aussi une gamme de produits et une politique différente. Je ne vous apprends rien en vous disant que leurs produits ont un coût, mais aussi que les anciens modèles décodent peu. La question du « est-ce que je pars sur un 14, un 15 ou un 16 ?» s'est posée, d'autant plus qu'en comparant les modèles, les différences matérielles et surtout esthétiques ne sautaient pas aux yeux. Et là, je ne vous parle même pas des modèles Pro, car lorsqu'on voit sur le papier ce que propose techniquement la concurrence avec Android, avec des smartphones entrée de gamme, face à des modèles Pro d'Apple, on se dit qu'il y a un problème. Pour vous donner deux exemples, prenons le stockage et le taux de rafraîchissement de l'écran, c'est-à-dire avoir une dalle à 60, 90 ou 120 Hz. Lors des smartphones débutent avec du 256 Go, ce qui devrait être le minimum déjà en 2024, Apple propose du 128 Go. Et là où un écran débute avec minimum 90 voire 120 Hz chez Android, du côté d'Apple, il faut regarder les modèles Pro. A noter que la différence de prix entre un iPhone et un iPhone Pro est de 260 € si on se base sur la gamme 16.
On se rend assez vite compte que si on veut un appareil complet, polyvalent et durable, avec le moins de compromis, qu'il est plus judicieux de partir sur un modèle Pro. Passons aux choses qui m'ont plu avec ce smartphone, ou devrais-je dire cet iPhone. Quelle bonne surprise ai-je eue lors de la configuration de l'appareil. En fait, c'est relativement simple et rapide de non seulement configurer l'iPhone, mais surtout de basculer nos données et comptes Android à iOS. Vraiment, Apple s'est beaucoup ouvert là-dessus et je rajouterais que c'est dans leur intérêt de permettre une bascule facile. Même au niveau du fonctionnement des applications Google, comme Chrome ou Gmail, ça marche bien. J'ai noté jusqu'à aujourd'hui aucun bug ou problème de stabilité. Je pourrais presque dire que j'ai un iPhone qui tourne avec des applis Android. Autre bonne surprise, c'est le transfert de données sur un PC. Et même si ce n'est pas aussi pratique qu'avec un smartphone Android, sachez que l'an dernier, Apple a sorti des applications compatibles avec l'écosystème Windows. L'application Apple TV pour retrouver vos contenus vidéo tels que les films et séries, Apple Music pour l'accès à vos playlists de musique et Appareil Apple qui permet de synchroniser et mettre à jour son iPhone à partir de son PC. Toutes ces applis sont disponibles sur le store de Microsoft et fonctionnent très bien. Pour le transfert des photos et vidéos, l'usage de l'application photo de Windows 10 ou 11 permet un transfert assez simple et rapide dans un dossier dédié. Toujours sur les points positifs, la mise à jour iOS 18 a apporté pas mal de fonctionnalités permettant de personnaliser davantage son iPhone. Certes, Android va plus loin sur ce point, mais la marque à la pomme a pas mal réduit l'écart. Parlons de la qualité de l'écran, que je trouve excellente, avec un rendu naturel et des couleurs fidèles, contrairement à ce que l'on peut voir chez Samsung, pour le citer, ou encore d'autres produits Apple, notamment les MacBooks. Les couleurs ont tendance à être plus saturées, donc plus flatteuses. Côté son, on a des haut-parleurs de qualité, bien suffisantes pour apprécier l'écoute d'une vidéo ou d'un podcast audio. J'apprécie aussi l'utilisation du Dynamic Island, comment allier contraintes physiques et esthétiques à une fonctionnalité qui permet d'utiliser cette zone comme un accès rapide à des applications en cours comme l'appli musique, le GPS ou encore le fait de reprendre un appel en cours. Le design de l'appareil ne laisse pas insensible, c'est un produit résolument haut de gamme avec une finition exemplaire et un choix de matériaux de grande qualité. On soulignera que cela se ressent l'appareil en main. Ajoutons que l'interface classe et épurée est très plaisante, en plus de pouvoir retrouver cette ligne également sur mon Apple TV ou sur l'utilisation des applications Apple que j'ai sur mon PC. C'est une des grandes forces de la marque, avoir un iPhone permet finalement d'être connecté en continu avec cet écosystème. Quant à la partie photo, même si on peut toujours pinailler là-dessus et dire que d'autres font mieux ou pas, il est indéniable que les iPhones et en particulier les modèles Pro font partie du haut du panier, en précisant que je trouve la qualité vidéo particulièrement réussie. Pour finir, du côté des performances, je n'ai rien à signaler. Tout est fluide et tourne comme il faut. D'ailleurs, c'est plus trop un sujet les performances selon moi. Même avec mon ancien smartphone qui était un Oppo Find X Lite 3, donc de l'entrée de gamme, je n'étais pas gêné par des problèmes de performance ou de réactivité. J'ajouterais quand même que je ne joue pas non plus spécialement avec mon téléphone. Mais bon. Une fois ce bilan très positif dressé, passons aux points qui m'ont laissé perplexe et dans certains cas, je parlerai même de douche froide. Je ne vais pas passer par 4 chemins et en dépit de tous les points cités plus haut, l'iPhone et son iOS ne sont pas des plus ergonomiques.
En fait, l'écosystème Android est bien plus ergonomique et agréable à l'usage au quotidien qu'un iPhone. Commençons par la fonction retour. Apple a choisi de supprimer les boutons de navigation, mais contrairement à Android, qui non seulement laisse le choix au consommateur de garder ou pas cette barre, sur l'iPhone, les gestes sont aléatoires. Tantôt sur une appli, on peut revenir à l'écran précédent avec le mouvement du doigt, tantôt il y a une flèche de navigation qui permet de le faire. En plus, selon les applis, parfois la flèche est en haut et d'autres fois en bas. Prenons l'application musique. L'icône retour est située en haut au centre. Et sur l'appli Chrome, elle est placée en bas à gauche. Sur Android, c'est plus intuitif. Tout se fait soit par la barre de navigation ou par le mouvement du doigt qui reste identique quelle que soit l'application. Autre point, et là c'est un peu la douche froide. Pour configurer les applications, il faut passer par l'appli Réglages qui regroupe l'ensemble des paramètres de l'iPhone. Et pour l'appareil photo, je dois vous dire que de ne pas pouvoir la configurer directement est un comble pour un téléphone de ce type. Je ne comprends pas ce choix. Il faut sortir de l'application, aller dans les réglages généraux et se rendre dans l'onglet Appareil photo. Si l'on souhaite régler rapidement pour une prise de photo instantanée, ce n'est pas possible. Autre chose, sous Android, il est possible de régler indépendamment le volume pour les médias, pour la sonnerie du téléphone et pour le réveil. Ici, tout est associé à un seul contrôleur. Toutes les fois où je pensais que le téléphone avait du son, alors que non, ou inversement. Par exemple, si l'iPhone est en mode silence, il est possible que sur certaines applis, qu'il n'y ait pas de son. Exemple avec cette application de jeu. Ce n'est pas le cas pour toutes les applis, mais ce n'est vraiment pas pratique. Mais encore, l'utilisation de l'oreillette Bluetooth a un fonctionnement étrange. Je m'explique. Mon oreillette a beau être connectée, si je reçois un appel, celui-ci ne bascule pas directement sur l'écouteur. Il faut sélectionner la source d'écoute manuellement. En revanche, si c'est moi qui émets l'appel, là par contre je n'ai pas à le sélectionner. Je vous garantis que ce n'est pas pratique. Pareil, si on a connecté ces oreillettes Bluetooth et par la suite qu'on les a rangées dans leur boîtier, sachez que le téléphone va considérer que vous les utilisez toujours. Cela se traduit par l'absence de son. Pour avoir à nouveau du son, il faudra désactiver le Bluetooth. Oui, carrément. Au début, j'utilisais l'appli Safari par rapport à Google Chrome. Il s'avère que cette dernière m'a paru plus pratique et polyvalente. En plus de beaucoup apprécier la fonctionnalité Discover disponible uniquement avec l'appli Google. Cependant, la fonctionnalité qui permet de supprimer les bannières de pub avec Safari est vraiment pas mal. Parlons d'IA, du moins un peu. Je ne m'étendrai pas sur ce point car Apple Intelligence n'est disponible que très récemment et de ce que j'ai pu lire, entendre et essayer très rapidement, la marque serait très en retard sur la question. Donc, faisons un peu le bilan de tout ça. On pourrait dire que même au niveau des qualités mentionnées, que celles-ci peuvent être retrouvées chez la concurrence, car oui, des écrans de grande qualité ne sont plus propres qu'à Apple. Pareil pour les performances, c'est plus ou moins la même chose pour l'écosystème. Et même les interfaces utilisateurs, du côté d'Android, c'est classe, épuré, très personnalisable et surtout très ergonomique. Le design reste subjectif certes, mais sur ce point aussi, on peut dire que la concurrence fait fort avec des smartphones au look très premium associés à des matériaux de qualité. Donc finalement, que reste-t-il concrètement à l'iPhone ? Je pensais franchir encore un gap en termes d'ergonomie, et c'est le contraire qui s'est passé, car j'ai l'impression d'être retourné sur une ancienne version d'Android. C'est un peu sévère, mais au quotidien, j'ai perdu en simplicité d'utilisation. À l'heure actuelle, je me demande si finalement j'aurais pas dû opter pour un Pixel 9 Pro. Mais bon, attendons de voir ce qu'Apple a sous le coude.
Ça bouge de leur côté, déjà avec l'arrivée d'Apple Intelligence et son iOS 18.4, mais surtout iOS 19 où l'on parle d'une refonte graphique. À voir si c'est suivi de nouvelles fonctionnalités. Voilà le retour que je voulais vous faire sur mon expérience d'utilisateur Android à iOS. Bien sûr, je n'ai pas tout répertorié car j'aurais pu ajouter l'impossibilité de régler la luminosité écran depuis la fenêtre de lecture d'une vidéo, le fonctionnement du minuteur, du réveil ou encore le clavier iOS qui revient par défaut selon la saisie. Mais bon, il n'est pas impossible que je sorte une prochaine vidéo où je me concentre davantage sur la partie audio et vidéo de l'iPhone et de comment cet appareil pourrait s'inscrire dans un paysage, si je peux me permettre l'expression, plus cinématographique. À voir. En attendant, faites-moi part de vos avis. Ça se trouve que vous avez une expérience différente de la mienne, peut-être aussi que vous avez fait le chemin inverse. Laissez-moi vos commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.